L'émission C'est sur la route est une présentation spéciale de la députée de la circonscription de Salaberry-sur-Roi, Anne Mintoukouache. Nous remercions Desjardins Vaudreuil-Soulanges pour leur collaboration à la production de l'émission C'est sur la route. Bonjour et bienvenue à C'est sur la route. Cette semaine, on découvre les trésors à l'Atelier du Boulevard, le Centre bénévole de Soulanges et la Galerie d'art de Rita Iriarte. Mais avant tout, on se rend au lieu historique national de Coteau-du-Lac. Oui, capitaine! Je suis avec M. Simon Vézina, coordonnateur de l'interprétation au lieu historique national de Coteau-du-Lac. Bonjour. Bonjour. D'abord et avant tout, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi un peu la mission du lieu historique national de Coteau-du-Lac? C'est vraiment de faire connaître à tous les citoyens et citoyennes ce pan d'histoire qui est unique ici à Coteau-du-Lac. Peut-être que peu de gens le savent, mais c'est le premier canal à écluse en Amérique du Nord. Donc, on veut que les gens viennent découvrir ici cette réalité, mais tout en s'amusant aussi. Il y a des activités pour tous les goûts. Quand est-ce que le lieu ici est devenu un site historique? En fait, c'est la Commission des monuments et des lieux historiques qui l'a dénommé comme tel dans les 1923, mais c'est devenu accessible au public dans les années 70. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le site? Bien sûr, où on se trouve actuellement, le centre d'accueil, où les gens peuvent découvrir, grâce à une grande carte, une maquette, des occupants qui ont occupé ce site, l'histoire, dans le fond, du site. Mais surtout, après ça, c'est tout le terrain où ils peuvent découvrir les vestiges d'un ancien phare militaire qui servait à protéger un canal. Et les gens peuvent se promener dans le canal. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas d'eau dedans. Et bien sûr, l'emblème du site, c'est le fameux blockhouse, cet ouvrage défensif qu'on va pouvoir, que les gens peuvent admirer et rentrer à l'intérieur. Le blockhouse, c'était un bâtiment défensif et vraiment le mot-clé, c'est autosuffisant. Donc le but, c'est que si tous les mécanismes défensifs du fort font faillite, on peut quand même se regrouper dans le blockhouse et espérer que les renforts vont venir. Donc vraiment, on avait ici de la nourriture, des munitions, des lits pour dormir et bien sûr, beaucoup de méthodes pour se défendre. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est une reproduction du site comme il était dans les années à peu près 1813-1814. On sait qu'entre la guerre de 1812, entre les Britanniques et le Canada, qui était une colonie britannique, et les Américains, les Britanniques ont fortifié toutes leurs installations tout le long du fleuve Saint-Laurent, dont Coteau-du-Lac. Avant, c'était un poste militaire, mais dans le cadre de la guerre de 1812, ça devient, comme on peut le voir sur cette carte, un vrai phare. On a l'apparition du blockhouse qui est sur le site. On a évidemment le canal à écluse ici avec ses magasins pour transporter la marchandise qu'on allait porter dans les différents postes militaires, mais aussi les civils qui l'utilisaient. Pour vous donner une idée comment ça va être tellement utilisé ici, en 1830, on parle d'à peu près 3400 navires qui vont traverser cette petite écluse en un seul été. Fait que c'est des dizaines de bateaux par jour, rien de moins. On a, comme tout bon phare militaire, la caserne pour les soldats. On parle de 6 chambres, 48 soldats par chambre. Un petit peu tassé. On a, bien sûr, on remarque la forme en étoile. Ça, c'est caractéristique de tous les phares au 18e, au 19e siècle. C'est inspiré de l'ingénieur français Vauban, qui, à la fin du 17e siècle, va inventer cette forme géométrique qui permet, en fait, d'avoir aucun angle mort. On peut tirer l'ennemi qui arrive de n'importe où. Présentement, on se trouve dans les vestiges de la maison du commandant. C'est exact. En fait, pour être plus exact, on est dans la cave de la maison du commandant. Il faut savoir que si on marque dans le terrain, ici, on n'est pas à l'intérieur du phare, on est à l'extérieur. Dans l'armée britannique, c'est très hiérarchique. Et si vous êtes le commandant, bien, vous avez votre propre maison, vous êtes bien. On se trouve devant l'ancienne caserne, si je comprends bien?
Oui, c'est exact. Dans le cadre de la guerre de 1812, on a besoin de plus de soldats dans ce fort militaire. Donc, on va construire ce lieu où 298 soldats s'entassent, il faut le dire, sont dans 6 chambres. Mais ça n'arrivera pas très longtemps. Il y a juste un moment maximum où on aura 2000 soldats sur le terrain, dans la caserne, dans le blockhouse. On plante des tentes, mais c'est vraiment juste pour un court instant. Sinon, il y aura très peu de monde qui vont être ici. On se trouve devant ce qui était anciennement la poudrière, c'est ça? Oui, on est dans un lieu vraiment explosif ici. On est dans un lieu retiré du phare, c'est-à-dire à une pointe le plus loin du fleuve. Parce que oui, les gens auraient pu attaquer par la terre, mais on s'attendait vraiment du point de vue britannique que les Américains viennent par le fleuve. Hein. On a une frontière commune avec les États-Unis. Et donc, on le met dans le lieu le plus loin. Et comme vous pouvez remarquer, les vestiges sont vraiment très bas. L'édifice, en fait, ils l'ont creusé pour être sûr qu'il soit le moins facile à viser avec les canons. Donc là, on se situe près du vieux canal, si je comprends bien. Oui, tout à fait. En fait, on est les 2 pieds dans l'eau. Bien, pas exactement. C'est qu'aujourd'hui, les gens, quand ils viennent à côté du fleuve, ils regardent les rapides, ils disent « Ouais, c'est pas si impressionnant que ça ». C'est que dans les années 1930, on a commencé à construire le barrage de Beauharnois. Ensuite, il y a eu la voie maritime du Saint-Laurent, ce qui fait que les eaux ont baissé de 2 mètres à 2,5 mètres. Et donc, ce qui était ici sous l'eau est maintenant sur la terre ferme. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir de l'autre côté, les Britanniques ont utilisé le phare, mais ils ont aussi utilisé l'île juste en arrière de nous, qui est aujourd'hui l'île Arthur, mais ça a été l'île Prison, ça a été longtemps son nom. D'ailleurs, dans la guerre de 1812, on calcule jusqu'à 200 soldats américains qui étaient détenus là, comme prisonniers. Et on jugeait le lieu très bien, avec des palissades, c'est presque impossible de se sauver. Puis on disait, si jamais ils réussissent à sortir, bien, ils vont se noyer dans les rapides. Donc, on se trouve devant l'entrée du plus ancien canal à écluse d'Amérique du Nord. On va rentrer. Vous pouvez voir la largeur de 4 mètres. C'est ici, c'est le maximum que les bateaux pouvaient avoir dans ce canal. Ça a été bâti sur du roc. Vous pouvez voir les parois de chaque côté. C'était de la pierre, c'était de la dolmatie. Une pierre assez solide, mais qui est faite en strates. Donc, on pouvait utiliser un outil en fer pour casser les roches. Par contre, il y a des moments où ça devenait, des fois, quand il n'y avait pas de strates, ça devenait extrêmement difficile à casser avec le piquet. Donc, on devait absolument utiliser la poudre pour la faire sauter. Métier, ma foi, assez dangereux. On va se diriger tranquillement vers la seule partie du canal où il y a encore de l'eau. Mais vous pourrez remarquer au passage, il y a des entrepôts qui sont situés sur le bord du canal. Les gens venaient souvent de Montréal l'hiver. On accumulait le ravitaillement ici. C'est-à-dire, on pouvait, sur la glace ou par quelques chemins de Montréal, envoyer des marchandises jusqu'ici. On gagnait du temps. Et dès que ça dégelait, hop, on vidait les entrepôts, on mettait ça sur les bateaux, on envoyait ça dans ce qui est aujourd'hui l'Ontario, notamment vers Kingston. Vous voyez ce grand bateau avec un mât? Il y avait un problème à l'époque, c'est que le pont était fixe. Donc, le mât ne pouvait pas, évidemment, passer. Donc, à chaque fois qu'un bateau, ça, c'est ce qu'on a appelé les bateaux Durham. À ne pas confondre avec Lord Durham, c'est le nom d'un Américain dans les années 1810. C'est l'inventeur de ce bateau qui pouvait transporter jusqu'à 35 tonnes de marchandises. C'était 7 fois plus que les précédents bateaux et qui étaient utilisés par les Français et les Britanniques. Donc, il fallait littéralement défaire le mât ici. Si on était à contre-courant, c'est-à-dire dans le chemin inverse vers lequel on venait, il fallait le tirer. On appelait ça du halage, donc ça pouvait prendre un certain temps à faire passer le bateau. Vous savez que le Canada exportait beaucoup de bois et au début, on envoyait ça, les bois, directement dans le fleuve. Mais la demande va changer. On veut du bois équarri travaillé et celui-là, on ne fera plus juste le laisser dans l'eau, on va le mettre sur des bateaux. Mais les bateaux Durham, évidemment, sont trop petits. Donc, on va avoir des bateaux de plus en plus grands. Et bien, le canal ici va être trop petit, on ne pourra pas l'élargir. Et donc, en 1845, on va ouvrir le premier canal de Beauharnois qui passe dans Valleyfield. Et finalement, ça va être la fin du canal de Coteau-du-Lac. Il va fermer ses portes, il ne sera plus utilisé. Avant de terminer, des projets? À quoi on peut s'attendre pour l'avenir du site historique? Bien, ce qui est intéressant, cette année déjà, dès le début du mois d'août, on se réinscrit au mois de l'archéologie au Québec. C'est le mois d'août. Donc, on va avoir toute une palette d'activités liées à l'archéologie sur notre site. Et bien sûr, dans le cadre du 150e anniversaire du Canada l'année prochaine, ça va être intéressant pour tous les visiteurs. Ils vont pouvoir venir visiter gratuitement sur le site. Donc ça va être intéressant. Et bien sûr, on aura des différentes fêtes. On va souligner ça l'année prochaine. Merci beaucoup, M. Vézina. Un plaisir.
Qu'as-tu découvert, Marcia, à l'Atelier du Boulevard? J'ai découvert plein de petits trésors. Je suis à Saint-Lazare et je m'en vais visiter l'Atelier du Boulevard. Je suis présentement avec Lynn Arbeck, la propriétaire de l'Atelier du Boulevard à Saint-Lazare. Bonjour. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien toi-même? Oui, merci. Ça fait combien de temps que vous œuvrez dans le domaine de l'antiquaire? Bien, en fait, l'Antiquité, c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petite. Je pourrais vous nommer tous les vieux meubles qu'il y avait dans les vieux chalets de mes tantes, mes oncles, mes grands-mères. Fait qu'avant, c'était une passion, mais j'en fais un métier maintenant depuis, on est dans la 8e année, dans le fond. Je pense qu'on réussit bien dans la vie quand on y va avec la passion. Et puis, nous, dans le fond, c'était l'idée de se partir en affaires est arrivée, surtout quand on a eu nos jeunes enfants. Je voyageais beaucoup pour mon travail, puis j'ai décidé que je voulais être plus présent pour eux. Donc, j'ai décidé de travailler de la maison. Et puis, étant donné que mon mari était béniste, on trouvait que ça jointait bien ensemble, l'Antiquité, qui était ma passion, puis son travail d'ébénisterie qui pouvait vraiment m'aider aussi dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment une entreprise familiale, à ce que je comprends? Oui, exactement. C'est moi et mon mari. Donc, moi, je m'occupe plus du volet de la boutique en avant, du commerce, et puis lui, il s'occupe de l'ébénisterie. Puis, je vois beaucoup d'objets, beaucoup de choses, il y a une grande variété. Quel genre de meubles, d'objets qu'on retrouve ici à l'Atelier du Boulevard? Bien, ce qui est le fun, justement, c'est les clients nous en parlent beaucoup, c'est la variété. Puis ce qui fait que notre clientèle est très variée aussi parce qu'on a des objets super intéressants pour des jeunes adolescents, mais on a aussi de la vaisselle, des trucs un petit peu plus chics pour les gens plus âgés. Donc, on en a pour tous les goûts. Et puis souvent, les antiquaires, ils vont justement se spécialiser dans un domaine ou un style de meuble, mais nous, au contraire, c'est vraiment varié. Oui, donc c'est classé par pièce. On a une pièce vintage, on a une pièce un peu plus salle à manger, salon, on a une pièce plus pour les chambres, puis on a un côté très rustique aussi. Donc, il y en a pour vraiment tous les goûts. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des objets antiques? Ouais, moi, j'adore la transformation. Souvent, quand un client va rentrer dans la boutique puis il va dire « Ah, j'ai un tel besoin, que ce soit pour une poubelle dans sa salle de bain, que ce soit pour un tableau dans sa cuisine », j'aime ça partir de quelque chose d'autre que vraiment l'objet tel quel. Exemple, ici, on a des super beaux vieux cadres travaillés. On fait beaucoup de choses avec ça. Justement, nous, on peut le faire en atelier. Ou ce qui est le fun, c'est que le client peut tout venir chercher ses objets pour faire le projet lui-même. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui aiment faire, surtout avec les inspirations de Pinterest et compagnie. Ouais. Les gens adorent faire les trucs eux-mêmes, fait qu'ils peuvent venir se dénicher les objets ou on le fait pour eux en atelier. Exemple, ces cadres-là, si vous mettez une peinture d'ardoise, vous pouvez faire un super beau tableau avec des craies. Vous pouvez aussi acheter du liège, ça se vend, le liège. Faire un super beau babillard, exactement. On change la couleur si on n'aime pas la dorure, parce que chez nous, c'est un peu plus contemporain, mais on peut vaporiser une couleur un peu plus blanche ou crème pour le mettre au goût du jour. Il y a toujours moyen de faire à notre goût, en fait. Oui, exactement. Puis même une superposition. Ça, c'est un autre objet qui est super le fun, utilisé évidemment pour transposer la boisson. Donc, une bouteille de cognac, ça la transpose là-dedans. Mais en ce moment, c'est vraiment en vogue. On place ça dans un décor super contemporain. Tu as un beau bahut très simple. Là, tu mets un petit cabaret, puis tu mets des carafes dedans, décoratifs. Tu peux les remplir si tu veux ou les laisser vides. Mais ça, c'est vraiment en vogue. C'est une autre façon d'intégrer un objet. C'est 30 $ ça, pour pas cher. Ouais, c'est pas cher. Puis c'est un original aussi. C'est ça qui est le fun. Là, on a développé une petite collection de quincailleries pour tous les projets rustiques. Finalement, je donne un exemple. Ici, on appelle ça un petit papillon. Ça, c'est pour tenir les moustiquaires après les doubles fenêtres des vieilles maisons. Okay. Bon, bien, si toi, tu as une vieille maison, où tu vas chercher ça, ces pièces-là? Bien, à l'Atelier du Boulevard, on a tout ça. Puis ce qui est le fun, c'est que, exemple, ça, c'est en fonte. Il en reste quelques modèles comme ça sur le marché en quincaillerie, mais ça va être du métal blanc qui plie. Ouais. Nous, c'est vraiment la fonte à l'ancienne. Des rosettes de porte pour la poignée, exemple, des petits loquets. Toute la quincaillerie. Souvent, on a des clientes qui se font un petit projet eux-mêmes, ils se font un beau petit meuble de couleur, ils sont contents. Mais là, tu n'as pas vraiment le goût de mettre une poignée ordinaire après ton meuble. Tu veux que ça soit un peu inusité. Fait qu'on a une belle gamme là, de quincaillerie poignées. On a aussi des catalogues. On peut commander par catalogue. Et puis, j'ai aussi, qu'on ne monte pas, mais des sacs de vieilles poignées. Là. Fait que les clientes aiment ça, ils fouillent là-dedans. Puis là, finalement, j'en trouve 4 pareils. Puis là, ben, ils sont vraiment contentes parce que des vieilles poignées qu'on a recyclées, tu sais.
Puis vous offrez aussi certains services, une très grande partie de votre entreprise, je crois, des services d'ébénisterie, de réparation, de rembourrage. Pouvez-vous nous en parler? Bien oui, certainement. Ce qui est le fun, bon, bien évidemment, il y a le classique sur mesure, c'est-à-dire que si une cliente rentre ici, cherche une armoire, on ne l'a pas en magasin, bien il n'y a pas de problème, on lui offre de la fabriquer. Donc c'est le fun, on peut fabriquer l'armoire de ses rêves, les dimensions espérées, l'essence de bois, la couleur. Souvent aussi, on va prendre un meuble qu'elle a déjà, puis on va agencer la couleur parfaitement pour continuer, disons, un set qu'elle avait déjà. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'on peut transformer ce qu'il y a dans la boutique. Alors, ça arrive souvent qu'on va prendre une table de salle à manger, puis on va la couper pour faire une table de café à la hauteur idéale du sofa de la cliente. On va transformer une armoire de cuisine, finalement, une armoire pour mettre dans sa salle de bain. Et puis en plus, ce qui est le fun, c'est que si jamais il y a un meuble que vous n'aimez pas dans la boutique au niveau de la couleur, pas de problème, on passe à l'atelier de finition, on change ça. Et puis, on n'offre pas juste les services au niveau de la boutique, mais aussi au niveau des meubles du client. Donc, par exemple, toi, tu as quelque chose chez toi, tu veux lui donner une deuxième vie, c'est en bon bois solide, ça vaut la peine. On fait des finitions, pas juste classiques, on fait des finitions aussi un peu shabby chic, de couleurs, pour être un peu au goût du jour, finalement. Puis, qu'est-ce que vous prévoyez pour les prochaines années? Avez-vous des plans, des projets? C'est vraiment notre but pour la prochaine année, là, de pouvoir de vendre en ligne, finalement, pour aller chercher de la clientèle un petit peu plus éloignée là, qu'on a présentement. Merci beaucoup. Bien, c'est moi qui te remercie. Qu'as-tu retenu d'important au Centre d'action bénévole de Soulanges? J'ai réalisé que c'est un organisme dont l'importance était capitale pour la région. Je suis présentement à Saint-Polycarpe et on s'en va découvrir le Centre d'action bénévole de Soulanges. Je suis avec Mme Marie-France Auclair, agente de développement, ainsi que Louis-André Lucier, directeur général du Centre d'action bénévole. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien vous-même? Oui, ça va très bien. Oui, ça va bien. D'abord et avant tout, parlez-nous un peu des services que le CAB offre. En fait, les services que le Centre d'action bénévole offre dans le comté de Soulanges, ce sont des transports médicaux et services de transports médicaux où c'est les bénévoles qui vont chercher les gens à domicile pour les reconduire à leur rendez-vous médical, ainsi que le dépannage alimentaire. Et il y a la friperie qui est aussi un des services du Centre d'action bénévole. On a nos cuisines collectives éducatives aussi qu'on fait à l'occasion, là, plusieurs jours, semaine. Alors voilà comment on rejoint les gens de la population ici. On a aussi cette année un jardin collectif qui s'ajoute à nos services de participation avec des gens qui viennent ici et des bénévoles au Centre d'action bénévole Soulanges. L'accès loisir, qu'est-ce que c'est? C'est des programmes qui sont offerts au point de vue d'activité culturelle ou activité physique aux familles à faible revenu. Alors, c'est annoncé dans différentes municipalités qui veulent bien participer au projet. Les familles viennent voir ce qui est offert et pour eux, bien, c'est gratuit. Alors, on appelle ça Accès loisirs, un programme pour aider les familles à faible revenu à avoir des activités. Si vous aviez à parler de votre mission, comment est-ce que vous la décririez? On est là pour favoriser l'action bénévole et le communautaire. On est là aussi pour favoriser le support bénévole, favoriser aussi le support aux organismes et finalement l'aide aux individus, que ce soit les aînés, la famille et les jeunes. Voilà. Donc, vous, ici, vous occupez des jouets? Oui, depuis 9 ans. Je suis ici depuis 9 ans et j'adore mon travail. Qu'est-ce que vous faites? Vous les restaurez? Je les restaure, oui, je vérifie tout. Tout doit être très propre parce qu'un enfant, c'est très important qu'il y ait des choses qui soient appropriées aussi, là, pas mal propre. Alors moi, ce que je fais, je vérifie. J'emballe tout comme si je le rends à l'état neuf. S'il manque un jeton ou quoi que ce soit, c'est sûr que l'enfant n'aura pas de plaisir à jouer. Alors, tout est vérifié. Si, comme les jouets, je fais des petits sacs à surprise pour les enfants et tout est nettoyé. Souvent, j'apporte à la maison parce que c'est très volumineux ici. Puis, si je vais arriver dans le temps, je dois en apporter. Tous les lavés, je suis mieux installée, c'est sûr, chez moi. Et puis, je les rapporte tout prêt comme un cadeau. Comme ici, j'en ai des petits exemples qui ont été emballés tout prêt à donner ou à vendre. L'impact sur la communauté, j'imagine que vous le voyez. Quel est-il?
Grand impact, on est là pour aider les gens, mais on est là aussi pour qu'ils se prennent en main. On est là pour les dépanner. On fait des dépannages, que ce soit vestimentaire ou alimentaire par moment, mais on est là aussi pour leur donner des outils pour essayer d'avancer dans leur vie. Donc, on est là pour un peu pallier à un grand besoin ou un manque temporaire, et après, bien, on les aide. C'est ce qu'on fait avec nos cuisines éducatives et collectives. On leur apprend à cuisiner, on les met en lien avec des gens, on tisse des liens avec une équipe, des personnes, et comme ça, les gens bien, ont des outils et peuvent continuer et se propulser dans leur vie quotidienne. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. En quoi consiste le service de dépannage alimentaire? C'est un service que l'on rend aux gens défavorisés, et ils viennent ici selon leurs besoins. Ils prennent un rendez-vous et on les reçoit. Et puis, ils ont droit à un dépannage alimentaire. Et puis ici, les aliments nous proviennent de la guignolée annuelle qui se passe vers le mois de décembre, et aussi de Moisson Sud-Ouest de Valleyfield qui nous donne un bon coup de main à chaque semaine. À peu près combien de foyers vous touchez avec le dépannage alimentaire? Écoute, c'est difficile pour moi de répondre à la question parce que je suis quand même assez récente au centre ici, mais je te dirais qu'on fait en moyenne, le dépannage alimentaire, en moyenne, les gens y ont le droit environ une fois par mois, mais encore là, c'est des cas évalués de façon individuelle. Et c'est cas par cas, comme on dit dans le langage. Mais par contre, je pourrais te dire qu'en moyenne, c'est facilement 8 dépannages par jour que l'on accorde ici au Centre d'action Cap-Soulanges. Vous êtes responsable, dans le fond, de recevoir les dons et puis de les trier? Exact. Ici, au Centre d'action bénévole, nous avons des boîtes de réception de linge dans toutes les municipalités, là, dans nos 10 municipalités. Et puis, on fait la ronde de ça à tous les jours. On va récupérer les vêtements. Et ensuite, on a aussi des objets qui peuvent être apportés ici par des gens. Gracieuseté et gratuit. Là. Alors ici, on en fait le tri, puis on divise ce qu'on a de besoin, ce qu'on va vendre, puis qu'est-ce qu'on va pas vendre. Est-ce que ça vous arrive que des objets vous arrivent en mauvais état? Ça arrive que des objets qui ne sont pas tout à fait en bon état, c'est des dons. Alors nous, en ce qui concerne l'exemple électronique, ben on va essayer de remonter les machines pour qu'ils soient fonctionnels, puis ensuite de ça, on les revend à prix modique là, aux gens. Finalement, au travers des actions du Centre d'action bénévole, comment vous avez l'impression que vous touchez la communauté? Bien, je pense qu'ils sont conscients qu'on est là pour les aider, puis ils sont très reconnaissants. C'est toujours notre salaire en tant que bénévole quand on vient donner un coup de main dans diverses activités. La personne nous regarde avec un beau sourire, puis elle nous dit un beau merci pour peu importe l'aide qu'on a apportée. Je pense que c'est ça qui est valorisant, qui est une paye très valorisante pour nous, puis pour les gens de la communauté aussi. Ils savent qu'on est là. Ils ont un point de repère où aller sonner à la porte pour avoir de l'aide. On répond à de grands besoins. Aussi, on est là pour s'entraider, pour aider la population, mais s'entraider entre nous, faire en sorte que, bien, dans la concertation, on met en place des projets. La table de sécurité alimentaire de Vaudreuil-Soulanges a un projet qui émane des organismes, et ce projet-là, s'il voit le jour, bien, ça répondra à un besoin du milieu, et on sera là pour y répondre tous ensemble avec nos forces. Voilà. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Très bonne la soupe. Vous l'avez faite ce matin? Comment as-tu trouvé les peintures de Rita Iriarte? J'ai vraiment ressenti la chaleur de l'Amérique du Sud. Je suis à Pointe-Fortune, dans la maison de Rita Iriarte, artiste peintre. Hello, Rita. Hi, how are you? Welcome to my house. I'm fine. How are you? I'm good. I'm very happy to have you here. Well, it's a pleasure to have you too. First of all, how would you describe your style as a painter? Well, I always thought my colors were like Gauguin, from the South Seas. But now I tend to be more on the style of Frida Kahlo, very colorful, very strong, and very definite with my South American accents. People say they have too much color, which I love.
And also I have done subdued colors like the ones you use up here in Canada, you know, browns and soft pastels and so on. But I do like my reds. You mentioned Frida Kahlo, Paul Gauguin. Are these your only inspirations, or could you name more? I have usually for training my eyes to do portraiture. I have done studies of different painters like Ghirlandaio from the Renaissance, and a couple of drawings, you know, from other painters. But my real master is Velázquez from Spain. What inspires you when you paint? You know, when I like something, let's say birds, which I really, really like, I try to make them come alive. Like you almost think that you're stepping into the spot where they were. I have a painting of red ibises, which you don't really get around here. They're red, like the red flamingos, but much smaller. And there are a lot of those in my country. And they fly around, and it's just beautiful because you have this turquoise water, and then you have these red birds just flying about, nesting in the mangroves around the beaches. So it's very, very powerful, you know, contrast of colors. What would you say is your biggest exposition? Wow, I think it must have been last year. I had a very large exhibition. I did it outside, and I had about 150 paintings. Well, we had quite a lot of people. We had a very nice crowd. I think I got 157 people in one day, which was extremely good for this area because, as you know, Point Fortune is a tiny little corner. So it's not like the crowds of people come, you know. Area painters tend to set foot in larger cities most of the time. Why choose here? Well, it just happened by chance. We were looking for a house 18 years ago, and we liked the place very much. I didn't expect to have a big market because we don't even have a grocery store. We don't have a station, you know, a gas station here. But we do have very nice neighbors. And what I do is I usually do an open house so that people can stay for the day. They can come and just spend the day here. So we provide them with food and drinks and so on. And they really have a good time. Nationality is sometimes important to some painters. You know, you say this South American painter, this European painter. Yes. Would you describe yourself as a Canadian painter? I would say a mix. I came to Canada after I was 50, so really, basically, most of my painting life was in my country. And here, what I have done is I improved my techniques. I went to Dawson College in Montreal for 2 years, and I did a fine arts program, which was absolutely great. And of course, I put myself up to speed. I learned how to use the computer, how to do research, and things like that. And now I have my website, and you know, I do a little bit of advertising on Facebook. So you have to learn all those things if you want to be a contemporary painter. You know, you use a lot of different techniques. Yes. Is it hard for a painter to switch to Chinese ink or faux vitrail? Not at all. Not at all. You just have to know how to use the materials. What can we expect for the future of Rita Iriarte, the artist? For 2017, you know, is the 150 years of Confederation. We're putting together with the Arts Council, I'm a member of the Arts Council, a big show of 150 paintings of 150 different artists in the area. It's going to be called 150 Reasons to be Canadian, and my painting will be the main picture because it's going to reflect Canada as I see it. Congratulations, and thanks a lot for having us. Thank you so much for inviting me. Bye. C'est déjà tout pour cette semaine. On vous attend la semaine prochaine sans faute pour un autre épisode de C'est sur la route.